Bonjour Alain Françon, Bonjour. Nous sommes au Théâtre des Amandiers à Nanterre où vous donnez en ce moment les fausses confidences de Marivaux. Et vous aviez il y a quelques années déjà monté un Marivaux, la seconde surprise de l'amour. D'où est venue cette envie de remonter un Marivaux ? C'est un peu, en fait, l'origine est un peu inversée, c'est-à-dire que je voulais d'abord faire les fausses confidences, mais comme c'était à l'Odéon, Stéphane Braunschweig m'a dit non, mais attends, Louis Bondy vient de le faire il n'y a pas si longtemps avec Huppert, donc choisis une autre pièce de Marivaux. Donc, comme j'aimais beaucoup la seconde surprise de l'amour, j'ai fait ça. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages sur ce premier spectacle, sur comment appeler ça, je ne sais pas. Les gens étaient joyeux de ce spectacle, enfin quelque chose qui se passait, un rapport avec les spectateurs qui était manifestement très joyeux, quoi. Et donc ça m'a donné l'envie, avec en gardant le maximum de la distribution, de recommencer et cette fois de faire les fausses confidences. Donc par exemple j'ai gardé Georgia Scaliette, Pierre-François Garel, Alexandre Ruby. Donc il y en a 3 qui font les 2 spectacles. Et ce qui sera intéressant d'ailleurs, mais c'est qu'en fait les 2 spectacles vont être joués à la Porte Saint-Martin l'un après l'autre. D'accord, l'un après l'autre. Quel sera le premier ? Le premier, c'est les fausses confidences. C'est les fausses confidences, ouais. Et ensuite la seconde surprise. Et donc on peut dire, je pense que vous serez d'accord, que en fait l'amour est au cœur de ce spectacle. Et en fait, même s'il y a des manipulations, une femme finalement qu'on manipule sans qu'elle le sache, Araminte, malgré tout, dès le début, on nous dit bien que l'amour est le maître en fait, et c'est lui qui va parler. Qui va parler, oui. Je pense que c'est un peu toutes les pièces de Marivaux, hein. Si on regarde les titres depuis la toute première, ou une des toutes premières qui s'appelle Arlequin poli par l'amour, c'est-à-dire en fait civilisé par l'amour, ou devenu humain par l'amour, le triomphe de l'amour, la surprise de l'amour, la seconde surprise de l'amour, les jeux de l'amour et du hasard, etc. Donc c'est vrai que l'amour c'est le centre. Il y a un philosophe qui s'appelle Claude Romano qui a écrit une histoire de la philosophie à partir de l'expression être soi-même. Et dans le chapitre tout de suite derrière Descartes, je crois, enfin au milieu de tous les philosophes, il y a un chapitre sur Marivaux, ce qui est quand même très étonnant dans un ouvrage énorme de philosophie. Et tout ça si je résume très vite, pour dire que finalement, chez Marivaux, l'opérateur, pour se connaître soi-même et connaître l'autre, c'est l'amour. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire sur ce mot-là qui est absolument central dans l'œuvre de Marivaux. Oui. Et je me faisais une réflexion en regardant la représentation ce soir, que dans la scénographie aussi, on a ces murs qui s'ouvrent sur l'extérieur, sur ce jardin, même si c'est la fin de la journée, il y a le noir, enfin la nuit, mais malgré tout, on a l'impression que aussi le cœur s'ouvre, le cœur d'Araminte. Oui, je pense que c'est... Elle s'ouvre finalement à elle-même, finalement, parce qu'on a l'impression qu'avec les murs, c'est un peu, elle est encore corsetée quelque part. Oui. Et puis avec cette ouverture, c'est comme ça que je l'ai Oui, non, mais c'est bien, c'est une métaphore possible, en tout cas, du fonctionnement du décor, oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est... Moi, j'emploie toujours le mot déconstruire, c'est comme s'il se déconstruisait en même temps, donc mais ça correspond exactement à ce que vous dites. Je pense que quand même, c'est vrai qu'il y a manipulation, mais le parcours essentiel, c'est quand même celui d'Araminte, qui, au début, c'est quand même une veuve bourgeoise, un peu d'ennui quand même. Quand on voit la mère avec qui elle vit, etc., ça doit pas être... Voilà. Et puis, petit à petit, je veux dire, la surprise de l'amour, et puis après... Finalement, elle se découvre elle-même et elle découvre qui elle est. Et le parcours, je trouve, est passionnant, quoi, parce que c'est comme si,
coup de cœur de Dorante, on arrive à un coup de force, celui d'Araminte par rapport à sa famille, et qui rompt avec absolument toutes les conventions. Toutes les conventions, oui. Et qui, à l'époque, on disait que la pièce était presque obscène. C'est-à-dire, ça se passe en une journée. Le matin, l'intendant arrive, et le soir, elle se marie avec l'intendant. Et donc, elle refuse d'être anoblie et d'épouser, comme c'était prévu, le comte. C'est-à-dire que la pièce, en fait, avait un énorme succès tout de suite avant et après la Révolution, parce qu'en fait, il y avait là un geste très, très, très important. Et d'ailleurs, Dubois, il le dit au début, il dit il va falloir que tout tombe, richesse, etc., etc. Donc, d'ailleurs, Dubois, le serviteur, c'est presque une première figure de Figaro, presque. Enfin. Oui, et puis il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans ces figures de femmes aussi qui rompt avec les conventions, qui s'oppose à la noblesse, qui s'oppose aux desiderata de sa mère, et qui affirme finalement sa volonté. Absolument, oui. Donc oui, sa volonté. Et je trouve que, enfin, dans la pièce, c'est une preuve de. Enfin, c'est fait avec presque joie, enfin, mais c'est une preuve de courage, oui, bien sûr. Oui. Enfin, vous la faites aller vers lui. C'est elle qui est à l'initiative. Enfin, dans la mise en scène, elle enjambe. Elle enjambe le banc. Voilà, elle enjambe et elle se jette. Et à chaque fois, c'est elle qui est à l'initiative du contact charnel, finalement. Oui, mais je pense aussi, c'est parce que avec Dorante, il y a beaucoup de signes qui peuvent flatter, y compris même son amour-propre, c'est-à-dire le portrait, c'est-à-dire tous les signes qu'il a donnés, enfin qui ont été donnés par Dubois, peu importe, mais en tout cas, il y a une multitude de signes qui font que de l'image qu'elle pouvait avoir d'elle-même, cette image s'est transformée aussi, elle est devenue presque une princesse, enfin je veux dire... Dorante est tombé amoureux d'elle quand il l'a vu descendre les marches de l'opéra, c'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien. Non, mais c'est très beau parce que justement, cette pièce-là, l'originalité de cette pièce aussi, c'est qu'elle a été écrite par Marivaux après ses deux romans, après Le Paysan parvenu et surtout La vie de Marianne. Et donc, il y a beaucoup de romanesque aussi dans la pièce, ce qu'il y a peu dans les autres pièces. Et je voulais vous interroger sur le choix de mise en scène que vous avez fait, à savoir que les acteurs très souvent ne se parlent pas en se regardant, mais ont un regard qui porte pas forcément vers le public, je trouve, mais presque au loin. Au-delà. Et je voulais vous interroger par rapport à ça, qui marche formidablement, mais pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous vouliez faire en fait? Mais je le fais toujours... un peu, enfin là c'est peut-être un peu plus prononcé que d'habitude, parce que je trouve que quand les acteurs jouent toujours la scène ou la situation face à face, il y a toujours un tiers exclu, et ce tiers exclu c'est le spectateur en fait. Donc il ne s'agit pas de jouer de face, c'est pas le problème, mais je pense que de trouver une alternance justement entre cette parole qui, le vis-à-vis normal, et puis de temps en temps s'en échapper. Puis moi, je sais pas, souvent j'observe comme ça les interlocuteurs avec qui je parle, mais même moi, souvent, je regarde pas forcément la personne en face, quoi. Je veux dire, parce que souvent, c'est je sais pas comment dire, c'est un garde-fou, quoi, d'être toujours sur l'acteur en face, et puis voilà, quoi. Il n'y a plus de risque à aller un peu plus haut. Bien sûr, parce que là, on est... Il y a plus d'exposition. Les acteurs sont plus exposés. Oui. Et j'ai vu aussi que vous aviez encore fait appel à Caroline Marcadet, et, parce que c'est vrai que j'avais vu aussi La Seconde Surprise, où le corps est extrêmement important, et là aussi il y a ces corps qui sont un peu tenus, et puis l'explosion à la fin. Et donc je voulais savoir pourquoi c'était si important pour vous, ce travail corporel. Vous savez, c'est toujours important, hein, même si c'est pas Caroline des fois, mais parce qu'elle est chorégraphe, il faut le rappeler. Oui, elle est chorégraphe, bien sûr. Oui, danseuse de Caroline Carlson est chorégraphe. Ouais. Mais bon, j'ai travaillé par exemple sur le chapeau de paille d'Italie avec une autre chorégraphe anglaise, mais pour moi c'est important parce que comme je suis tellement moi centré sur le texte et sur la langue que je me pose toujours la question, mais quels sont les corps qui parlent cette langue, et on ne peut pas se contenter d'être debout, de mettre les mains dans les poches, ou je sais pas. Donc il faut bien que le corps participe de ça.
et donc c'est sur cette langue quand même du 18e, c'est qu'on peut pas, c'est difficile, on peut pas non plus. Oui, alors sauf si on transpose et puis qu'on fait tout à fait autre chose. Mais si on essaye de garder, ou en tout cas de l'intérieur, de renverser, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur, parce qu'on a une idée, c'est pas ça du tout. Donc de l'intérieur, pour essayer de trouver, c'est tout à coup d'essayer de continuer, je sais pas, une émotion, un sentiment, de le continuer, et c'est le corps qui le continue. Alors, je trouve même que des fois le corps parle ce que le texte ne dit pas, ou ce que la parole ne dit pas. Donc, le corps révèle en fait, oui, parfois. Le corps révèle souvent, ouais. Enfin, bon, alors ça peut être très simple, hein, je veux dire, c'est quand tout à coup, après le récit qu'a fait, que fait Dubois, si on dit à Raman que c'est d'elle dont on parle, comme elle est assise sur l'escalier, elle tombe un peu, voilà. Elle s'écroule un peu, mais bon, voilà, des choses comme ça. Enfin, oui. Mais il y a plein de choses comme ça que je trouve... oui, c'est exactement ça. Je veux dire, le corps, à un moment, trahit d'autres choses. Ou il peut l'illustrer aussi, d'ailleurs. Oui, il doit être en rupture totalement. Sur la seconde surprise, c'était vraiment évident que parfois, il disait quelque chose, mais le corps trahissait. Et ça, c'était très, très intéressant. Et pour finir, et en vous remerciant beaucoup, justement, vous parliez de votre travail sur le texte. On sent que c'est extrêmement précis et que parfois le mot ou le rythme aussi est fondamental. Oui. Bah, je pense que c'est vraiment un problème rythmique. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Et donc... une fois passé très vite les significations qu'on peut échanger avec les acteurs et se mettre d'accord sur le sens, après pour moi c'est un problème de rythme. Alors le rythme c'est très difficile. J'avais un professeur d'esthétique, Maldinet, qui disait le rythme il advient et plus on le cherche moins on le trouve. Donc comment faire? Donc, mais on peut en parler, c'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre là dans la pièce en s'appuyant sur la ponctuation, sur les attaques, sur les finales, sur les longues, les brèves, enfin tout un travail prosodique. On peut aussi on peut en tout cas en parler, voir si les rythmes sont binaires, ternaires, quelle cadence, majeure, mineure, etc. Enfin on peut en parler. Et puis après, si vous voulez, mais j'aime bien parce que c'est une situation que j'aime bien parce que c'est comme si on perdait le fil, c'est-à-dire que c'est un peu ce que Cézanne disait, enfin écrivait même. Il regardait la Sainte-Victoire à longueur de journée, mais vraiment, et toutes les montagnes autour, et il rentrait chez lui, il avait les yeux rougis, et sa femme disait qu'il avait les yeux rougis. Il arrivait devant la toile et il disait tous les clichés sont déjà dessus. Donc comment peindre quand on sait que déjà tous les clichés y sont? Ce qui voulait dire que toute intentionnalité amenait que le cliché. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son pinceau, il commençait à faire un petit truc comme une petite tache rouge, et puis tout à coup ça s'enchaînait. Et il y avait un rythme qui se créait. Et donc c'est ça l'essentiel. Moi, c'est une drôle de chose de le faire, parce que souvent quand on le fait, on est très... un peu inquiet, quoi. C'est beaucoup moins... Comment dire? C'est beaucoup moins... satisfaisant au départ d'appuyer le sens ou d'appuyer voilà quoi. C'est le contraire. D'ailleurs Paul Klee faisait pareil, il disait que Cézanne disait qu'il fallait qu'il crée un abîme devant la toile et Paul Klee lui disait que c'était le chaos d'abord et qu'après il voyait du gris et qu'à partir du gris il commençait à trouver une forme. C'est exactement ça le rythme. Donc il y a une expérimentation quand même au début. Oui. Mais nous, moi en tout cas, je suis complètement omnubilé par ça. Il n'y a que ça qui me vraiment, parce que je trouve que toute intentionnalité au théâtre ne fait qu'amener des clichés en fait, quoi. Alors on peut matraquer le texte, on peut appuyer. Vinaver, il a une très belle expression. Il disait quand on appuie, on écrase. Donc voilà quoi. Ouais. Oui, donc le rythme, effectivement, mais c'est sur le plateau, en fait, c'est avec les acteurs, voilà. Et quand on est dans le bon rythme, c'est formidable, parce qu'entre nous, tout à coup, on se regarde et on dit, voilà. Et c'est évident, il y a une évidence qui se crée. Seulement, elle est advenue, elle n'est pas volontariste, c'est pas un truc qu'on a intellectualisé, voilà, c'est ça, c'est juste du concret. Après, on peut en parler, par contre, bien sûr, pour essayer d'affiner peut-être. Ouais. Ah, je crois que c'est le
le signal que tout s'arrête. Ah, d'accord. Le service. Ben, je vais vous remercier énormément à la Françon. Merci à vous. Merci.